Bonne samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en africain. La famille, je vous propose un sujet qui s'inscrit dans la continuité du sujet de la capsule 30, qui parlait des sites mégalithiques africains. Donc, j'ai mené une étude sur les monolithes au Cameroun. Donc, comme j'avais dit dans la capsule précédente, ben, au Cameroun, il y a encore cette pratique du mégalithisme là, en fait. Et donc, j'ai mené une étude comparative entre les monolithes qu'on y trouve et les obélisques en Égypte antique. Et vous allez voir toutes les similitudes qui en ressortent. Vous allez être étonnés. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour balayer ensemble le plan et continuer avec la présentation. J'ai titré cette présentation Étude comparative, deux points, monolithe du Cameroun et obélisque d'Égypte antique, bien sûr. Les monolithes du Cameroun et les obélisques d'Égypte, bien que séparés par des millions de kilomètres, partagent des rôles et fonctions similaires. Cette étude comparative explore leur rôle et leur signification, leur fonction dans leur contexte culturel respectif, révélant des similitudes fascinantes qui en ressortent ou qui en ressortiront. Et donc, je vais vous partager la deuxième slide où on va découvrir le plan qui va faire l'objet de notre présentation. Et donc, du coup, on va commencer, hein, bien sûr, comme d'habitude, par l'introduction. Après, on va voir dans le point 1 les mégalithes du Cameroun, en point 2 les obélisques de l'Égypte ancienne et en point 3 l'analyse comparative. Donc, on va aller étudier les similitudes qui vont en ressortir et après, on va conclure. Sans plus tarder, passons à l'introduction. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'introduction bien, ben, que les structures mégalithiques, qu'il s'agisse de monolithes ou d'obélisques en Afrique, représentent des éléments culturels et religieux d'une importance considérable. Ces monuments de pierre érigés par des civilisations certes distinctes, mais unies par une même tradition spirituelle, offrent des perspectives uniques sur la manière dont les sociétés anciennes ont conçu leurs relations avec le sacré, la vie sociale, le pouvoir et l'ordre cosmique. L'objectif de cette étude comparative est d'explorer les similitudes entre les monolithes du Cameroun et les obélisques de l'Égypte antique en mettant en lumière leur rôle symbolique, spirituel et politique au sein de leurs sociétés respectives. Les monolithes camerounais, par leur présence dans les chefferies et leur utilisation dans les rituels, expriment une connexion profonde avec les ancêtres et les forces mystiques qui gouvernent la vie quotidienne. De l'autre côté, les obélisques égyptiens, souvent dédiés au dieu soleil Ré, symbolisent la puissance divine et la continuité dynastique des pharaons, tout en jouant un rôle central dans les rituels solaires et commémoratifs. Donc, vous allez déjà voir ici, le rituel vient tout le temps. Cette comparaison permettra donc non seulement de mieux comprendre les fonctions et les significations attribuées à ces monuments dans les deux contextes culturels, mais aussi de dégager des constantes culturelles à travers l'Afrique, qui révèlent une conception commune de l'architecture sacrée et de la représentation du pouvoir. En examinant donc les aspects religieux, sociaux et politiques des monolithes du Cameroun et des obélisques de l'Égypte antique, cette étude vise à une compréhension plus globale de l'art mégalithique africain et de son rôle dans la construction de l'identité culturelle et des structures aussi de pouvoir. Cela nous donnera donc un aperçu sur comment nous, aujourd'hui, nous devons penser la reconstruction de la nouvelle société africaine, des futurs temples que nous souhaitons, et dans le cadre, tout ça, de la Renaissance africaine. Si on la veut effective, nous devons respecter un certain nombre de codes architecturaux qui relèvent de l'architecture sacrée. Passons tout de suite au point 1 où nous allons voir en fait les mégalithes qui ont été retrouvés au Cameroun. Donc, je vous avais déjà dit un petit peu dans la vidéo précédente qu'il y avait un site qui parlait très bien des sites mégalithiques qui ont été retrouvés au Cameroun. Donc, il y a une étude des recherches
qui ont été menées sur place là-bas, en fait, et qui ont révélé énormément de choses, en fait, donc, qui nous permettent aujourd'hui de connaître, en fait, de comprendre à quoi ont servi ces sites mégalithiques-là, en fait, et pourquoi c'est encore en pratique aujourd'hui. Et donc, ce site s'appelle Open Journal Edition, donc, qui présente un article qui va révéler les premiers résultats des travaux menés dans une région au Cameroun qu'on appelle Graceland, en fait. Et donc, cette région se trouve, en fait, au nord-ouest du Cameroun, en fait. C'est une région où on retrouve beaucoup de savanes et de montagnes. Ces recherches ont été menées avec le concours de l'Université de Yaoundé 1. Et on a vu la participation en fait du professeur Jean-Paul Notoué, qui est professeur d'histoire d'art dans cette université-là. Et donc, du coup, lui, il a beaucoup participé au fait aux recherches qui ont été menées sur place et surtout au compte rendu, au fait, donc le résultat de ces recherches-là. Et donc, du coup, le Cameroun abrite une diversité fascinante des mégalithes, comme je l'avais déjà dit un petit peu la dernière fois. Donc, ces structures imposantes allant des simples pierres dressées aux complexes architecturaux élaborés racontent une histoire unique qui joue un rôle crucial dans les traditions locales et les pratiques ancestrales du peuple camerounais. Et donc, ces sites mégalithiques servent de point d'ancrage pour les rituels, les cérémonies et la mémoire collective des communautés. Donc, je vous invite à découvrir ensemble, en fait, toute la variété et la signification profonde de ces monuments ancestraux qui se trouvent sur place au Cameroun. Donc, nous allons passer au petit point suivant qui va parler des pierres dressées, au fait. Donc, dans les pierres dressées, nous avons diverses formes, hein, en fait. Il y a une multitude de types de pierres, en fait, de types de monolithes qu'on va retrouver au Cameroun avec diverses formes, en fait. Et donc, du coup, on va trouver parfois des formes phalliques, on va trouver des formes cylindriques, on va trouver des formes coniques, on va retrouver des formes en plaques. Et donc, leurs tailles vont varier de 1 mètre jusqu'à 5 mètres parfois. Et donc, ces monolithes-là ou ces pierres-là vont servir de support pour les rituels religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça, c'est pour les formes variées. Et on va voir aussi des pierres qui vont être sculptées et donc, du coup, qui vont prendre parfois des formes anthropomorphes ou géométriques. Ces pierres sont particulièrement vénérées et intégrées dans des rites importants liés à la fertilité, à la protection du royaume ou aux cérémonies d'intronisation. En fait, lorsqu'on veut introniser un chef, par exemple, eh ben, ça va se faire autour d'un monolithe spécifique, bien sûr. Et donc, du coup, on va aussi voir, par exemple, les structures, enfin, des monolithes qui vont avoir des structures un peu plus complexes. Et donc, du coup, parfois, les pierres vont être, par exemple, entassées les unes sur les autres, comme vous pouvez le voir à l'image que je viens de mettre là. Au fait, et par-dessus, on va venir y déposer une pierre qu'on va dire sacrée, au fait. Et donc, du coup, notamment dans la vallée de Menchou, par exemple, on va retrouver ce type de pierres-là, au fait, vraiment comme vous voyez à l'image, au fait, qui vont être entassées les unes sur les autres. Et après, ben, quels sont les matériaux qui sont utilisés? Ben, principalement, ils sont principalement taillés dans du basalte, du granit, du quartz et parfois du grès aussi. Et donc, voilà pour ce qui est des différentes pierres qu'on peut retrouver au Cameroun. Et donc, on va passer au point suivant où on va voir quels sont les éléments en fait qu'on va venir rajouter au monolithe, par exemple. Et donc, du coup, on a la pierre sacrée, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans la région de Menchum, où on retrouve des pierres qui sont entassées en forme de pile. Et donc, du coup, là, on va venir déposer une pierre sacrée par-dessus, au fait. Donc, c'est vraiment une pierre particulière qui va avoir des propriétés particulières qu'on va venir déposer par-dessus. Et donc, on va aussi parfois construire des monolithes autour d'un arbre sacré, par exemple, en fait. Ça peut être le fromager, ça peut être le baobab, ça peut être un tout autre arbre qu'on a sacralisé. Et donc, du coup, parfois, on va venir poser le monolithe juste à côté de cet arbre sacré-là, en fait. Après, on va aussi parfois mettre des plantes autour, donc les plantes médicinales, autour d'un certain type de monolithe, en fait. Donc, les plantes médicinales sont souvent cultivées autour des sites mégalithiques, ajoutant une dimension de guérison à ces lieux sacrés. Et il y a quel autre élément qu'on va rajouter? Ben, on va rajouter des herbes médicinales. Donc, il faut savoir que autour de certains monolithes, au fait, on va faire pousser ou on va cultiver autour du monolithe ou d'un site mégalithique
les arbres médicinales, au fait, qui va ajouter une dimension de guérison sur ces lieux sacrés, au fait. Donc, nous sommes toujours dans la recherche de la protection, dans la recherche de la guérison, dans la recherche de la pureté. Et en dernier lieu, ces sites mégalithiques vont parfois servir d'hôtel également. Donc, vous voyez bien que parfois, donc, on va utiliser un petit peu des sites qui vont ressembler à des dolmens, par exemple, comme vous pouvez voir à l'image un petit peu au-dessus, à votre droite ou à votre gauche, je ne sais pas trop. Donc, il y a ici, ben voilà, vous voyez ma souris. Donc, cette forme-là, par exemple, ben, ça ressemble fortement à un dolmen. Et ben, du coup, là, on va le transformer en un hôtel, en fait. Ça va être un hôtel où on va venir y déposer des offrandes. Et on va parfois faire aussi des sacrifices dans ces lieux-là. Et donc, voilà pour ce qui est des éléments qu'on va venir rajouter, au fait, à la pierre proprement dite, au fait. C'est vraiment pour sacraliser, dans l'objectif de sacraliser les lieux, au fait. Maintenant, en termes de symbolisme de couleurs et des formes, et donc parfois, vous allez voir sur des sites, au fait, les différentes couleurs des pierres, à quoi ces couleurs-là sont associées. Et donc, du coup, la couleur blanche, par exemple, ben, elle va être associée à la divinité et à la fertilité. Donc, dans le royaume de Bamendjida, par exemple, ben, on retrouve ces pierres blanches-là, au fait, qui vont être liées à la divinité de la fertilité. Et donc, la pierre noire ben, va être associée aux forces les plus redoutables. Par exemple, elles vont représenter des aspects en fait mystérieux de la spiritualité. Donc, comment dire ça, le côté, pas le côté sombre, mais le côté occulte, on va dire, qu'on ne connaît pas en fait, des choses qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et donc, du coup, il y a aussi, hein, au niveau des formes symboliques, ben, il y a des monolithes en fait, qui peuvent avoir des significations spécifiques, comme des pierres phalliques, par exemple, qui vont symboliser aussi la fertilité, ou les pierres anthropomorphes qui vont représenter les ancêtres et les divinités. Et donc, voilà pour ce qui est du symbolisme des couleurs. On va passer au point suivant où on va voir la fonction funéraire au fait de ces sites-là et pourquoi est-ce que ça devient des lieux sacrés au fait. Et donc, on a la fonction funéraire. En fait, il y a certains sites mégalithiques qui vont être spécifiquement liés à la sépulture royale. Et donc, ces sépultures-là vont devenir des lieux sacrés, au fait. Donc, ça peut être un ancêtre d'un peuple, ça peut être un roi, au fait, qui a été conquérant, ça peut être un roi qui a fait tant de bonnes choses pour son peuple. Et donc, on va l'enterrer, on va le sacraliser et cet endroit va devenir un lieu sacré, au fait. Et donc, il y a aussi les rituels des justices. Donc, il y a des sites mégalithiques ou des pierres, des monolithes qui vont servir pour faire un rituel lié à la justice. Donc, d'autres pierres dressées sont utilisées pour des rituels de justice symbolisant l'autorité et la vérité. Ça vous rappelle un petit peu en Égypte antique la Mahat ici. Donc, elles peuvent être disposées en cercle pour des cérémonies d'ordalie, donc de jugement divin. Et donc, on a aussi ben, la sacralité de ces rites-là, pardon, de ces lieux-là, font que il y a forcément un accès restreint à un certain nombre de personnes, au fait. Donc, la vue de ces monolithes est généralement interdite au public non initié. Il peut y avoir des personnes, en fait, qui peuvent être autorisées à venir dans ces lieux-là, mais lors des cérémonies spécifiques. Donc là, on peut rendre public l'endroit. Donc, on fait venir des personnes, mais c'est très contrôlé et c'est lors vraiment des cérémonies spécifiques. Ben, par exemple, dans la région de Chelsea, ben, qui veut dire hein, la demeure de Dieu, ben, là, on va retrouver au fait des sites mégalithiques ou des monolithes au fait, qui vont abriter les esprits des ancêtres ou des divinités. Et ce sont des environnements sacrés, souvent situés sous un arbre sacré ou entourés des plantes spécifiques. Passons au point suivant où nous allons voir en fait le monolithe Longo Ngung. On en avait déjà parlé un petit peu la dernière fois. Ben, le Ngongung, au fait, ça va être le monolithe qui va acter le fondement d'une ville ou d'une société. Et donc, c'est un symbole de fondation. Chaque chefferie camerounaise possède un monolithe spécifique appelé Ngongung, qui peut être un rocher naturel ou une combinaison d'un rocher ou d'un monolithe érigé. Et donc, le Ngongung va être un marqueur de souveraineté.
Donc, il va être à la base de la fondation de la chefferie et il va être le symbole de la souveraineté et la protection mystique du territoire. Il matérialise l'autorité du chef et la stabilité du village ou de la ville qu'on veut construire. Et donc, on voit aussi un culte à ces monolithes Ngongung-là, au fait. Donc, il faut savoir que ces monolithes ne sont pas des simples marqueurs territoriaux. Ils sont aussi des objets de culte recevant des offrandes et ayant un pouvoir de protéger les personnes qui vivent dans la ville ou dans le village. Donc, voilà pour ce qui est des Ngwangunga. Et donc, il y a des lieux, par exemple, au Cameroun, où on va retrouver ces monolithes Gwangung, là, par exemple, notamment à Bangou, où le chef, il va, avec ses notables, planter le monolithe. Et on va associer à ce monolithe-là la signification, une signification émancipatrice du roi, au fait. Et ce monolithe-là va renforcer l'identité culturelle du peuple dit. Et aussi dans la région de Bamendjinda, où là, on va mettre 9 nouveaux monolithes autour, donc en cercle, autour d'un monolithe principal. Et il va symboliser le pouvoir et la cohésion du pays. Et donc maintenant, allons-y voir au fait, en termes d'usage, au fait, à quoi ça sert ces monolithes-là. Et donc, ça sert de réceptacle d'esprit. Donc, il faut savoir que les monolithes sont souvent considérés comme des réceptacles des esprits, des ancêtres et de certaines divinités. Par exemple, dans le pays de Meta, certains monolithes anthropomorphes sont décrits comme abritant des esprits redoutables et des divinités. Et donc, le monolithe au Cameroun va aussi avoir une fonction de purificatrice au fait et protectrice. Et donc, du coup, ils vont être utilisés dans les rites de purification des membres du lignage et de leurs alliés. Par exemple, dans le royaume de Moncon, un monolithe sacré est l'objet d'un rituel annuel et un animal est immolé pour invoquer les protections. Le monolithe va aussi servir de cérémonie au fait annuelle. On va faire des cérémonies annuelles autour de monolithes au fait. Dans certains royaumes de la région, par exemple de Bamenda, les monolithes sont au centre de la cérémonie annuelle comme la danse Leila, célébrant le pouvoir, la fécondité et l'abondance. Et donc, le monolithe va aussi servir de culte. Donc, on va célébrer les ancêtres autour de ces monolithes-là, en fait. Donc, dans de nombreuses chefferies, les monolithes servent non seulement à symboliser le pouvoir, mais sont également vénérés en tant qu'incarnation des esprits protecteurs des ancêtres royaux. Le monolithe va également faire l'objet des cérémonies liées à la fécondité. Donc, pendant les cérémonies, la population danse autour de couples de monolithes qui vont représenter des figures mythiques, symboles de la fertilité et de la force du royaume. Et donc, on va aussi avoir comme symbole lié à ces monolithes-là, au fait, la continuité, la durabilité, au fait. Donc, ces monolithes vont représenter la force et la durabilité du village ou de la ville, ce qui va renforcer leur importance dans les dits rituels au fait, qui vont être faits au niveau local, donc au niveau de la ville ou au niveau du pays. Donc, dépendamment de là où c'est utilisé ou là où c'est pratiqué. Et donc, on va passer au patrimoine maintenant aujourd'hui. Je pense qu'on a un gros problème, nous, aujourd'hui en Afrique, c'est le problème de la transmission, en fait. Il faut que nous nous inscrivions dans la continuité culturelle, au fait. Ça veut dire quoi? Donc, ces monolithes qui sont encore là aujourd'hui au Cameroun sont des éléments vivants, en fait, de notre culture. Il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi nos ancêtres les utilisaient, pourquoi c'est encore utilisé aujourd'hui, qu'est-ce que ça contient. Et donc, on doit rechercher les propriétés de la pierre, ce que ça vaut, au fait, parce que c'est pas pour rien. Vous savez déjà aujourd'hui que nos ancêtres ne faisaient rien pour rien. C'était des scientifiques. C'était des scientifiques. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent la pierre pour un certain nombre de rituels, pour la durabilité de la société, pour la purification, pour la fertilité, ça veut bien dire que ça agit, au fait. Mais c'est qu'il y a quelque chose et il faut aller, qu'on aille chercher ce quelque chose-là pour nous comprendre, en fait, ce à quoi ça servait concrètement, en fait. Et donc, il y a une forme d'identité nationale, en fait, qui est aussi construite autour de cette pratique mégalithique-là au niveau du Cameroun, en fait. Donc, ces monuments sont devenus des symboles de l'identité nationale camerounaise, représentant la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Cameroun.
Et donc, il y a aussi la transmission des connaissances, un peu en lien avec la continuité culturelle, au fait. Donc, on a ce gros problème-là aujourd'hui. C'est toujours à ce niveau que se pose, nous, notre problème en Afrique, parce que nos jeunes générations, en fait, pour beaucoup, sont déconnectés à notre patrimoine, au fait. Et pourquoi ils sont déconnectés à notre patrimoine? Parce qu'ils sont comment ça, attachés à une forme de modernité, au fait, mais qui s'exprime, cette modernité-là, qui s'exprime selon ou qui se conçoit selon les codes d'expression occidentales, en fait. Et donc, ils n'ont pas compris, au fait, que la modernité peut se définir suivant l'objectif qu'on se donne. Donc, nos royaumes, à l'époque, étaient modernes, pour leur époque, étaient modernes. Et aujourd'hui, ben, la société dans laquelle on vit, c'est une modernité suivant les codes d'expression occidentales. Et donc, chaque civilisation a eu sa modernité. Dans nos royaumes, lorsque on faisait de la métallurgie, par exemple, à l'époque, lorsqu'on voit, par exemple, les têtes au bas, qui se faisaient, enfin, à l'époque, dans le royaume Bénin, par exemple, quand on regarde ces têtes-là, mais c'était une modernité pour l'époque, en fait. C'était une modernité. Et donc, la modernité, en fait, ne doit pas être définie suivant les codes d'expression occidentales. Non, chaque peuple a sa modernité, au fait. Si on définit autrement, bien sûr, ce terme. Et donc, c'est encore, je vais revenir, en fait, sur le sujet, excusez-moi, j'ai un petit peu digressé, mais c'est pour revenir au sujet, au fait, qu'on a ce problème de transmission-là, au fait, parce que nos jeunes, ils sont dans la modernité, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est un défi majeur, au fait, qu'est la transmission des connaissances traditionnelles liées à ces monolithes-là aux jeunes générations pour assurer la continuité de leur signification culturelle. Je vous propose maintenant de passer au point 2, au fait, où nous allons analyser l'obélisque en Égypte antique. Et après, on va mener une étude comparative où on va voir les similitudes qui vont en ressortir entre les deux pratiques. Et donc, il faut dire que l'obélisque en Égypte antique, c'est un monument emblématique, au fait, étroitement lié à la religion et à la culture égyptienne. Il jouait un rôle crucial dans la symbolique religieuse et le pouvoir des pharaons, servant de lien entre le ciel et la terre. Les obélisques étaient principalement érigés pour commémorer les événements importants ou honorer les dieux en particulier, donc le dieu Ré, par exemple, qui est le dieu du soleil en Égypte antique. Et donc, du coup, commençons par définir ce que c'est qu'un obélisque, en fait. Donc, les obélisques sont des monolithes, des piliers rectangulaires massifs dont les quatre faces convergent en une pointe pyramidale appelée pyramidion. Et donc, ces structures généralement taillées dans un seul bloc de granit atteignent des hauteurs impressionnantes, allant parfois jusqu'à 36 mètres de haut. Il était principalement érigé pour commémorer les événements ou honorer les divinités. Et donc, il faut savoir que le terme obélisque vient du grec obelos, qui signifie aiguille ou broche, mais les Égyptiens l'appelaient tekenu, signifiant percer le ciel. Et il faut savoir qu'en Togokan, par exemple, qui est une langue parlée au Mali, on dit tekun, donc c'est la même racine consonantique, pour dire entasser, empiler, comme on a vu, par exemple, les pierres au Cameroun, où on empilait les unes sur les autres, en fait. Et donc, de toute façon, on ira plus loin dans la présentation voir les mots de l'obélisque dans les langues africaines, hein, et on verra vraiment ce que c'est que l'obélisque, ce que c'est que le monolithe. Et donc, quelles sont les techniques de construction en fait? Il faut savoir que les obélisques étaient sculptés dans une seule pièce de granit, principalement extraite de la carrière d'Assouan. Et donc, après extraction, ils étaient transportés sur le Nil jusqu'au site de leur érection, puis levés grâce à des rampes et des systèmes de levier complexes. Donc, l'érection des obélisques était un exploit d'ingénierie majeur qui nécessitait des milliers d'ouvriers. Et donc, passons maintenant à la fonction de l'obélisque, au fait. Et on va voir aussi son symbole. Quel est le symbole de l'obélisque? Ben, il faut savoir que l'obélisque avait un symbole solaire, au fait. Donc, les obélisques étaient des symboles sacrés associés au dieu Ré. Leur forme effilée symbolisait le rayon du soleil, car ils étaient des réceptacles de l'énergie solaire divine. L'obélisque représentait le benben, donc le monticule primordial sur lequel Atum se tenait lors de la création du monde. Et donc, l'obélisque aussi servait de monument commémoratif. Donc, regardez déjà le lien que ça peut avoir avec les monolithes qu'on a vus tout à l'heure au Cameroun. Et donc, les obélisques servaient de célébration des événements importants comme l'accession au trône d'un pharaon ou ses victoires militaires et honorer les divinités aussi également. Donc, ils symbolisaient le lien entre le monde terrestre et céleste
il immortalisait les pharaons en inscrivant leurs noms et exploits sur les côtés. Souvenez-vous de ce qu'on a vu sur les monolithes au Cameroun. Donc, souvent érigés par pair, les obélisques symbolisaient aussi la dualité, l'harmonie, la maat. Donc, une valeur centrale dans la culture égyptienne. Les obélisques étaient intimement liés aux rites spirituels. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbole par rapport à l'obélisque là? Ben, il y avait un symbole de pouvoir. Donc, la construction des obélisques démontrait la puissance des pharaons, nécessitant des ressources considérables et des compétences techniques avancées. Il servait aussi de cadran solaire. Pourquoi? Parce que ben, l'obélisque permettait de marquer des cycles de passage du temps. Et ce qui nous ramène encore une fois à la fonction de calendrier au fait des sites mégalithiques là. Et donc, je vous propose de passer au nombre d'obélisques que l'on retrouve en Égypte antique au fait et où est-ce que sont placés ces obélisques là au fait. Donc, on a des emplacements principaux, par exemple des obélisques qui étaient érigés dans les grands temples dédiés aux dieux égyptiens. Il faut dire que les temples de Karnak, par exemple, et de Luxor sont parmi les sites les plus célèbres où l'on trouvait ces monuments-là. Quels sont les sites importants où on retrouvait beaucoup d'obélisques? Ben, on les retrouvait à Karnak, à Luxor et à Héliopolis, en fait. Ces sites abritaient des obélisques, en fait, les plus grands obélisques, hein, on va dire. Donc, chacun de ces lieux avait une importance religieuse et historique particulière. Et il y en avait combien, en fait? À l'origine, il y avait plus d'une trentaine d'obélisques, il faut le savoir. Et cependant, beaucoup ont été déplacés au fil des siècles vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Je ne vous apprends rien, vous le savez, je pense. Alors, la découverte de cet obélisque-là maintenant, en fait, qui est l'obélisque d'Assaut, en fait, qui a été inachevé, hein, qui est colossal dans ses mensurations. Donc, il mesure 42 mètres et il pèse 1200 tonnes. Il est le plus grand obélisque jamais créé. Il avait été commandé par la reine Hatshepsut, hein, et était destiné à être placé à Karnak. Il a été abandonné, pourquoi? Parce qu'il avait été fissuré. Et puis, allons maintenant voir le témoignage archéologique, en fait. Donc, les marques d'outils anciennes et mesures sont encore visibles. Donc, vous pouvez voir, par exemple, à l'image ici sur l'obélisque. Donc, ces marques-là, en fait, offrent des indices précieux sur la technique de construction. Et donc, les égyptologues occidentaux ont une hypothèse sur comment étaient construits ces obélisques-là. Mais moi, ce que je propose, et avec l'expérience aussi, ou les cours qu'on voit à l'école des scribes ou à Kemet Mat parfois aussi, je propose d'interroger nos langues, en fait. Il faut tout simplement interroger nos langues pour savoir comment étaient construits ces obélisques-là, en fait. Donc, il faut qu'on retrouve la science inscrite dans nos langues, parce que les mots, les médounétiens nous disent ce que sont, en fait. Et si on arrive à bien interpréter les médounétiens, à bien les traduire dans nos langues, ben on retrouvera cette science-là de toute façon. Le travail reste à faire, mais il faut être sur le chemin, en fait. Et donc voilà, pour les obélisques les plus célèbres, ben on a l'obélisque de Luxor, on a l'obélisque de Latran du Latran, pardon, et on a l'obélisque d'Héliopolis. Et il y a des obélisques, il faut savoir qu'il y a des obélisques qui sont en dehors de l'Égypte antique. Ça, vous le savez déjà. Et du coup, ces obélisques-là ont été volés de l'Égypte. Et donc, de nombreux obélisques ont été déplacés hors d'Égypte, notamment à Rome, Paris, Londres et New York, où ils continuent de symboliser le pouvoir et la grandeur de l'Égypte antique. Cette technique de construction unique et sophistiquée reste encore un mystère malgré toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Leur symbolisme complexe et leur association avec le divin ont fait des obélisques des monuments durables et universels, respectés bien au-delà des frontières égyptienne. Ces structures emblématiques incarnent non seulement la grandeur architecturale de l'Égypte antique, mais aussi sa profonde spiritualité, reliant le passé en laissant les traces de la grandeur de sa civilisation. Et il faut savoir que ces obélisques-là aussi ont influencé l'architecture d'aujourd'hui. Par exemple, comme vous voyez dans cette image, vous voyez l'obélisque, la forme de l'obélisque et la forme des immeubles qu'on voit aujourd'hui. Des gratte-ciel qu'on voit, ben, c'est l'obélisque qui a bien inspiré hein, cette architecture-là. Il n'y a pas de doute. Et donc, quels sont les obélisques qui sont hors, qui sont partis d'Égypte? Eh bien, il y a tout ça. Il y en a pas mal qu'on nous a volés.
Et donc voilà, partout, enfin, on pouvait voir, hein, je vais pas aller dans les détails pour faire une capture écran de cette image-là. Donc voilà tous les obélisques. Il faut se préciser juste que l'obélisque qui est aux États-Unis, en fait, n'est pas un vrai obélisque, hein, c'est de la maçonnerie qui a été fait pure et simple. C'est pas un monolithe. Il ne s'agit pas d'un monolithe. Et donc voilà tous les obélisques qui ont été sortis d'Égypte, on va dire, hein. Je me propose maintenant de passer au point 3 où nous allons faire maintenant l'étude comparative. Après avoir balayé les sites mégalithiques et les monolithes du Cameroun, balayé les obélisques en Égypte antique, maintenant on va mener l'étude comparative. Donc notamment au Cameroun par exemple. En récapitulatif, au fait, le site mégalithique ou le monolithe va jouer un rôle social et culturel. Donc, les monolithes camerounais sont profondément enracinés dans la structure sociale et religieuse de la communauté locale. Ils servent, donc, ces monolithes-là, de support pour des rituels religieux, des cérémonies de justice, des rites et de divination lors des cérémonies funéraires, par exemple. Donc, on va aussi avoir, par exemple, les monuments de fondation comme le Ngongo, au fait, où là, il va être érigé lors de la fondation d'une ville hein, au Cameroun et il va servir à symboliser l'acte de la création d'un nouvel espace habité. Il va incarner à la fois la protection divine et l'autorité des ancêtres sur le territoire nouvellement établi. Ce monolithe va devenir un point de référence central dans la structuration de l'espace communal, assurant une continuité spirituelle et territoriale avec les générations précédentes. Et donc, ces monolithes-là aussi vont être les réceptacles spirituels, au fait. Donc, ils vont être perçus comme des réceptacles des esprits ancestraux, des divinités, et jouer un rôle central dans les rituels et les cultes. Maintenant, le rôle de l'obélisque en Égypte antique, eh bien, l'obélisque jouait un rôle de symbole sacré, tout simplement parce qu'il représentait en fait le dieu soleil Ré, qui était une divinité très vénérée en Égypte antique. Il servait également de connexion entre le ciel et la terre. L'obélix était, comme on l'a vu, érigé devant les temples, un petit peu comme le Ngwangung, au fait. Il faut savoir que les obélisques placés à l'entrée des temples en Égypte antique marquaient non seulement l'accès à un lieu sacré, mais aussi la fondation d'un espace de vie rituels et communautaires. Donc, les temples égyptiens, il ne faut pas l'oublier, étaient plus que des lieux de culte, ils étaient des centres de vie, d'apprentissage et de pouvoir. L'obélisque, en tant que symbole solaire, renforçait l'idée de vitalité, de protection divine pour tout ce qui entrait dans cet espace-là, en fait. Et il avait aussi un symbole de pouvoir, l'obélisque, utilisé pour célébrer des événements importants tels que la montée sur le trône d'un pharaon ou ses victoires militaires. Il démontrait en fait la grandeur et la puissance de l'État égyptien. Et donc voilà en fait en récapitulatif en fait le rôle de l'obélisque en Égypte antique. Maintenant, quelles sont les similitudes? Allons voir les similitudes au fait. Donc nous allons voir les similitudes entre les monolithes du Cameroun et l'obélisque de l'Égypte antique. Comme première similitude, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le rôle spirituel et religieux. Et donc, les deux servent de réceptacle pour les forces spirituelles, perçues comme des points de contact entre le monde des vivants et le divin. Les monolithes camerounais abritent des esprits d'ancêtres et des divinités, tandis que les obélisques d'Égypte antique sont consacrés aux dieux solaires et relient le ciel et la terre. Comme deuxième similitude, nous avons le symbolisme du pouvoir. Donc, dans les deux contextes, ils symbolisent l'autorité et la stabilité, les monolithes camerounais sont des symboles de souveraineté des chefs locaux, tandis que les obélisques égyptiens incarnent la puissance du pharaon. Comme troisième similitude, nous avons les usages dans les cérémonies, en fait. Les deux types de monuments sont au centre des cérémonies religieuses et rituelles. Les monolithes sont impliqués dans les rites de purification et de culte de fertilité, par exemple au Cameroun, alors que les obélisques en Égypte antique étaient des points focaux lors des célébrations liées aux divinités et aux pharaons. Comme quatrième similitude, nous avons le monolithe en tant que marqueur de territoire et de fondation. Et donc, tant le Ngongoun que l'obélisque partagent une fonction similaire de sacralisation et de délimitation d'un territoire et d'un lieu de vie, en servant de point d'ancrage spirituel et territorial par les communautés qui les ont érigés. Ils représentent l'autorité spirituelle qui fonde et protège ces espaces, assurant une continuité culturelle et religieuse essentielle pour les sociétés qui les ont
créés. Ainsi, malgré leurs différences géographiques ou leur éloignement géographique, ben, les monolithes du Cameroun et les obélisques d'Égypte antique partagent des similitudes significatives en termes de rôle spirituel, en termes de symbolisme de pouvoir et en termes d'utilisation de ces monolithes-là dans les rites et les cérémonies. Et le monolithe sert de renforcement de cohésion sociale aussi. Donc, ces monuments vont servir à renforcer la cohésion sociale dans leurs sociétés respectives, jouant un rôle crucial dans la vie communautaire et religieuse. Et aussi, le monolithe va faire le lien avec le divin. Tant les monolithes que les obélisques maintiennent un lien fort avec le divin, servant de pont entre le monde terrestre et le monde spirituel. Donc, vous voyez toutes ces similitudes-là que l'étude comparative permet de faire ressortir. Maintenant, je vous invite à aller voir, au fait, ce que c'est, ce que représente l'obélisque. Quelles sont les propriétés d'un monolithe? Quelles sont les propriétés de la pierre? C'est quoi cette pierre-là? Pourquoi nos ancêtres utilisaient des mégalithes? Pourquoi? Le pourquoi, en fait. Que représente concrètement un obélisque? Quelles sont les propriétés du monolithe? Pourquoi les ancêtres, et encore aujourd'hui au Cameroun, on maintient cette pratique du mégalithisme-là? Pourquoi la pierre? Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, ce sont nos langues qui vont nous dire ce que c'est. Écoutons le professeur du Bombarimbok. Voici le nom. On va vous dire Jogin blessé, Jogan Kalao. En bambara, on dit Jogo ou Jogon, mettre en meule, en tas, en tassement. Vous allez comprendre pourquoi ça là c'est efficace pour décrire ça. Ok? On dit Jogo ou Jogon, mettre en meule, mettre en tas, en tassement. D'accord? C'est la même structure phonétique. C'est le nom de l'obélisque déjà en partant. Tout au moins, c'est le concept. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une meule? Vous devez quand même savoir. Si vous baladez dans les campagnes, c'est ça, la meule, le tas. C'est toujours une forme conique, déjà en partant. Donc, il y a déjà quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une meule. Donc, en Bambara, si vous vous baladez dans la campagne malienne, ils vont appeler ça Djogon. Djogon. Mettre en tas, en meule, c'est ça. OK? Ça, c'est pour montrer la forme. Bon, maintenant, la chose, la vérité de la chose, c'est qu'en Bambara, on va vous dire Djogo ou Djogon. Mettre en meule, en tas, en tassement. En Wolof, Djoug, entasser, empiler, tas, pile, assiette, vêtements, etc. En Wolof, Djougé, être entassé. En Sonenke, Dougani, mettre en meule, en tas, empiler. Togokan, les Dogons ils disent Tekun. Donc on retrouve le Teken, entasser, mettre en tas, en pile. Dogon, Tegan, entasser, mettre en tas, en pile. C'est la racine qu'ils prennent pour Teken. Ok, ça c'est les mots, les vrais mots pour l'obélisque. Maintenant, pourquoi il parle de tas, mettre en pile? En fait, vous avez déjà le mot. C'est une pile. La pile. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pilier? Qu'est-ce que c'est qu'une pile? Le mot pile en français vient du latin pila, colonne, pilier. Superposition verticale d'objets, ensemble d'objets de même sorte placés les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une pile électrique? Appareil qui fut initialement réalisé en empilant un bloc de métal, une rondelle de papier imprégnée d'électrolyte et un bloc d'un autre métal et ainsi de suite. C'est ça une pile. Mais c'est ça l'obélisque. Vous allez comprendre. D'accord? Ça c'est le schéma d'une pile voltaïque. Et voilà pourquoi les Africains utilisent le fait d'entasser, d'empiler, parce qu'ils savent que la pile se construit de cette façon. C'est ça. Bon. Une fois qu'on a dit ça, un obélisque, du grec obélos, aiguille, est un monolithe élevé utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. C'est une figure géométrique et architecturale typiquement égyptienne. Les premiers obélisques apparaissent durant la 5e dynastie, soit vers 2450 avant l'ère actuelle, avec le pharaon Ouserkaf. Les obélisques qui se dressent aujourd'hui dans les grandes capitales européennes viennent toutes d'Égypte. Expliquez-moi la relation avec la pile. Pourquoi ils mettent ça dans le temple? C'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour capter l'énergie, canaliser l'énergie. Ah oui, l'énergie là, c'est quoi? C'est les fonds du ciel, ou de la terre. Voilà. C'est à ça que servent les obélisques. Capter l'énergie. Capter l'énergie, canaliser l'énergie. Oui? Tu veux dire quelque chose? Non. C'est le geste. Oui. C'est ça. Et comment ça se traduit dans les temples? Ça, c'est en Égypte. Les Égyptiens utilisaient l'obélisque. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, vous verrez ceci. Les flèches.
se dresser, c'est toujours l'obélisque. Les minarets des musulmans, c'est toujours ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez vous faire une religion et vous voyez un temple qui n'a pas quelque chose qui s'élève, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils perdent leur temps. Parce qu'ils ne sont pas connectés. La connexion, c'est ça. Ici, ils mettent le plomb. Ça, c'est du plomb qu'ils mettent là. Pour qu'il y ait un conducteur. Hein, et ça rentre dans le temple. C'est ça qui nourrit la chose, qui donne une qui et qui est là dedans la force. Il accumule l'énergie. Que peut-on dire du coup en guise de conclusion? L'obélisque ou le monolithe, en tant que structure de pierre, joue un rôle fondamental dans la captation et la canalisation des énergies. Car nous l'avons vu, le monolithe est une pile chargée d'énergie. Et cette énergie est canalisée au service d'un projet civilisationnel spécifique. Historiquement, nous sommes passés du monolithe à l'obélisque, puis aux antennes, aux minarets, aux flèches, aux potomitans que nous pouvons observer aujourd'hui sur les lieux de culte dans le monde. Tous ont une fonction spécifique. Il faut dire que la fondation de toute grande société s'accompagne de la construction d'un édifice sacré, qu'il s'agisse des tazunu, d'un gongon, des obélisques, d'une église, d'une mosquée, d'un temple, d'une synagogue. Ces lieux de culte, bâtis en pierre et dotés d'antennes ou de structures coniques, comme l'obélisque, servaient et sert encore de caisse de résonance, amplifiant et distribuant les énergies telluriques et célestes pour nourrir la vie spirituelle et communautaire. Souvenez-vous, l'obélisque et le monolithe qui servent de pont entre le ciel et la terre. Le choix de la pierre et des formes coniques ou antennes dans ces structures n'est pas anodin. Il répond à une compréhension profonde de la technique de captation et de cumulation d'énergie qui servent soit pour le bien-être et l'harmonie sociale, soit pour le mal-être et la disharmonie sociale. C'est pourquoi, dans le contexte actuel de renaissance culturelle et spirituelle africain, il est crucial de réintégrer ces éléments architecturaux de haute importance scientifique dans nos lieux de culte. Les monolithes et les piliers, en tant que structures capables de capter et de distribuer l'énergie, doivent être au cœur de cette nouvelle architecture pour assurer une renaissance efficace. Souvenez-vous du nombre d'obélisques sortis d'Égypte. Ainsi, dans cette quête de renouveau, il est important de dépasser les simples adaptations architecturales modernes où des espaces ordinaires comme des maisons sont transformés en lieux de culte sans considération aucune sur leur capacité à agir comme des caisses de résonance. Les monolithes, les piliers et les obélisques sont l'équivalent des potomitons que nous retrouvons dans les temples vaudous, Bwiti et autres sociétés initiatiques africaines. Ces piliers doivent retrouver leur place centrale, non seulement comme symbole, mais comme outil actif dans la canalisation, dans la captation des énergies qui sous-tendent toute société prospère et en harmonie avec les forces naturelles. Une renaissance efficace, tant spirituelle, politique que culturelle, dépend de cette réappropriation consciente et réfléchie des savoirs scientifiques ancestraux en matière d'architecture. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car moi, j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.